La petite ville côtière d'Amityville repose tranquillement au bord de l'eau sur la rive sud de Long Island. Pendant des décennies, cette communauté a incarné le rêve américain parfait avec ses rues calmes et arborées. Les familles s'y installaient pour trouver la sécurité et une proximité paisible avec l'océan Atlantique. Pourtant, un point précis de cette carte géographique allait bientôt concentrer tous les regards et toutes les terreurs. C'est au numéro 112 de la rue Ocean Avenue que le destin de cette communauté a définitivement basculé. Pour bien comprendre la tragédie, il faut remonter le temps bien avant la construction de la célèbre demeure. Au XVIIe siècle, ce morceau de terre marécageux appartenait aux Amérindiens de la tribu des Shinnecox. Des légendes locales prétendent que ce terrain précis servait de refuge pour les malades et les bannis. Bien que les historiens réfutent cette thèse, l'idée d'un sol maudit s'est ancrée dans les mémoires. En 1924, une grande maison de style colonial hollandais sort enfin de terre sur cette parcelle. Les premiers propriétaires apprécient son architecture élégante et son accès direct au canal privé. Son toit en mansarde et ses fenêtres particulières lui confèrent d'emblée une identité visuelle unique. Les décennies passent sans qu'aucun incident notable ne vienne troubler la tranquillité du voisinage. Mais sous cette surface impeccable, l'ambiance commence à changer au milieu des années 70. En 1965, la famille DeFeo achète la propriété pour s'y installer confortablement. Le père, Ronald DeFeo Sr., est un homme autoritaire qui dirige son foyer d'une main de fer. L'ambiance à l'intérieur de la maison devient rapidement lourde, étouffée par les cris et la colère. Le fils aîné, surnommé Butch, grandit dans ce climat d'extrême violence psychologique et physique. Pour échapper à cette réalité étouffante, l'adolescent plonge peu à peu dans la délinquance et la drogue. Les disputes entre le père et le fils se transforment fréquemment en affrontements physiques destructeurs. Les voisins remarquent parfois des éclats de voix nocturnes qui brisent le silence d'Ocean Avenue. La mère et les 4 autres enfants de la fratrie subissent passivement cette tension quotidienne. L'argent de la famille, provenant en partie de commerce automobile, ne suffit pas à acheter la paix. Butch s'isole de plus en plus dans sa chambre du 2e étage, développant une rancœur maladive. Des bruits sourds et inexpliqués commencent à résonner régulièrement à travers les cloisons de la demeure. La paranoïa s'installe lentement chez le jeune homme, nourri par ses excès nocturnes réguliers. Il commence à collectionner des armes à feu, les entretenant méticuleusement sous le toit de la maison. L'automne de l'année 1974 s'installe avec un froid particulièrement piquant. Les relations au sein de la famille DeFeo atteignent alors un point de non-retour critique. Butch affirme entendre des voix sombres provenant directement des recoins vides de la bâtisse. Ces chuchotements invisibles lui ordonnent de mettre fin à la tyrannie de son géniteur. Le 13 novembre 1974, une chape de plomb s'abat définitivement sur le quartier. La journée s'était pourtant déroulée de manière presque ordinaire pour les habitants de la maison. Vers 3 heures du matin, le silence pesant de la nuit devient soudainement insoutenable. Butch se lève calmement de son lit, saisissant sa carabine de calibre 35 avec détermination. Ses pas feutrés ne provoquent aucun grincement alors qu'il progresse lentement dans le couloir sombre. Il se dirige d'abord vers la chambre de ses parents, endormis profondément après cette lourde journée. Le canon de l'arme s'aligne méthodiquement dans la pénombre vers le corps de son propre père. Une détonation effroyable déchire le calme de la nuit, marquant le début d'une boucherie méthodique. Le monstre d'Amityville vient de s'éveiller et personne ne sortira vivant de cette terrible maison d'ici l'aube. La nuit du 13 novembre 1974 enveloppe la grande demeure coloniale d'Amityville d'un silence de mort. À l'intérieur, les 8 chambres de la propriété dorment sous le poids d'une lourde et invisible menace. Ronald DeFeo Jr., surnommé Butch, se tient debout au milieu de sa chambre, le regard totalement vide. Dans ses mains tremblantes, il saisit une puissante carabine Marlin de calibre 35. Une haine viscérale accumulée depuis des années envers sa propre famille coule désormais dans ses veines. Il avance d'un pas feutré sur la moquette épaisse du couloir, évitant soigneusement de faire craquer le sol. Le silence de la nuit est uniquement perturbé par la respiration lourde du jeune homme déterminé. Sa première destination est la chambre parentale, où dorment paisiblement ses 2 parents. Ronald DeFeo Sr. et sa femme Louise ne se doutent
absolument pas du cauchemar qui franchit leur porte. Sans une once d'hésitation, Butch épaule son arme et vise directement le dos de son père endormi. Une première détonation féroce déchire brutalement le calme olympien de la demeure. La balle traverse le corps du père, brisant instantanément la colonne vertébrale de cet homme tyrannique. Un second coup de feu retentit immédiatement pour achever le patriarche qui agonise dans les draps. Réveillée en sursaut par le bruit assourdissant, Louise DeFeo n'a même pas le temps de crier. Le tueur tourne froidement le canon vers sa propre mère et presse à nouveau la détente. 2 projectiles frappent la malheureuse en plein thorax, la projetant sans vie sur le matelas ensanglanté. Étrangement, aucun des 4 enfants dormant dans les pièces voisines ne se réveille malgré le vacarme. Les experts se demanderont toujours pourquoi personne n'a tenté de fuir à ce moment précis. Butch ressort de la chambre des parents, marchant lentement à travers la brume de poudre qui stagne. Il se dirige ensuite vers la chambre partagée par ses 2 petits frères, Mark et John. Âgés respectivement de 12 et 9 ans, les 2 jeunes garçons dorment profondément sur le ventre. Le bourreau s'approche du premier lit et tire une balle à bout portant dans le dos de l'enfant. Sans un cri, la jeune vie de Mark est fauchée instantanément par la puissance dévastatrice du calibre 35. Se retournant d'un bloc, Butch fait subir exactement le même sort tragique au petit John. L'odeur âcre de la poudre à canon s'intensifie désormais dans toute l'aile et de la maison. Le tueur méthodique ne ressent absolument aucun remords et continue sa sinistre besogne sans s'arrêter. Il traverse à nouveau le couloir pour atteindre la dernière pièce où dorment ses 2 sœurs. Dawn, 18 ans, et Allison, 13 ans, partagent ce sanctuaire encore épargné par la folie meurtrière. Allison semble s'ouvrir les yeux au moment précis où la silhouette massive de son frère entre. Le coup part instantanément, abattant la pauvre adolescente en plein visage avant qu'elle ne réalise la situation. Dawn sursaute et tente désespérément de se protéger en se roulant dans ses couvertures épaisses. Impitoyable, Butch plaque le canon de la carabine contre la tête de sa sœur aînée. Le dernier coup féroce retentit, mettant fin à ce massacre familial d'une violence absolument inouïe. 6 membres d'une même famille gisent désormais sans vie dans leurs lits respectifs, figés pour l'éternité. La grande maison d'Ocean Avenue retombe soudainement dans un silence encore plus lourd qu'auparavant. Butch DeFeo contemple son œuvre macabre pendant de longues minutes sans exprimer la moindre émotion. Il commence alors méticuleusement à ramasser les douilles éparpillées pour effacer les indices compromettants. Il rassemble l'arme du crime et ses vêtements souillés pour aller s'en débarrasser en pleine ville. Quelques heures plus tard, il entrera dans un bar local en hurlant que quelqu'un a abattu ses parents. Mais les enquêteurs vont rapidement découvrir un détail terrifiant qui brise totalement la version de Butch. Une anomalie physique majeure sur les 6 corps va plonger la police dans une incompréhension totale. Pourquoi toutes les victimes ont-elles été retrouvées allongées exactement dans la même position mystique ? Les inspecteurs de la police locale contemplent les corps alignés sur le ventre avec une incompréhension totale. Aucune trace de lutte ni de sédatif n'est initialement détectée par les techniciens de la scène de crime. Le jeune Ronald DeFeo Jr., surnommé Butch, pleure bruyamment devant le cordon de sécurité. Il affirme aux enquêteurs qu'un tueur à gages de la mafia a exécuté toute sa famille pendant son absence. Le détective principal note soigneusement chaque détail de cette version des faits particulièrement commode. L'autopsie révèle rapidement que les 6 victimes ont été abattues dans leur sommeil vers 3 heures du matin. Les voisins directs affirment n'avoir entendu aucun coup de feu provenant de la grande demeure cette nuit-là. L'absence totale de silencieux sur la carabine Marlin de calibre 35 rend ce silence de voisinage totalement impossible. Les enquêteurs commencent à douter de la chronologie des événements présentés par le fils aîné. Butch est convoqué au poste de police pour un interrogatoire approfondi sous le feu des questions. Le procureur insiste sur les contradictions flagrantes entre ses déclarations et l'heure estimée des décès. Les mains de Butch tremblent légèrement lorsqu'il allume une nouvelle cigarette sans lever les yeux. La perquisition de la maison révèle une boîte vide correspondant exactement à l'arme du crime cachée dans sa chambre. Des vêtements tachés de sang appartenant à Butch sont retrouvés dissimulés dans une bouche d'égout à proximité. Confronté à ces preuves matérielles indiscutables, l'attitude du jeune homme change radicalement du tout au tout.
Un sourire glacial et provocateur se dessine lentement sur son visage fatigué. Butch avoue enfin avoir appuyé lui-même sur la détente pour éliminer toute sa famille sans exception. Il déclare que des voix étranges et obsédantes dans la maison lui ont ordonné de commettre ce massacre. Les psychiatres mandatés par la cour estiment immédiatement qu'il s'agit d'une stratégie de défense bien calculée. Derrière le prétexte des voix, une réalité beaucoup plus toxique commence à émerger des archives familiales. Le père, Ronald DeFeo Sr., gérait la maison par la terreur et une violence physique constante. Les disputes familiales se terminaient fréquemment par des cris entendus à travers tout le quartier. Butch avait sombré depuis son adolescence dans une grave dépendance à l'héroïne et aux amphétamines. Le manque d'argent pour financer ses addictions créait des tensions insupportables avec ses parents. Quelques jours avant le drame, Butch avait simulé un vol à main armée pour voler l'argent de l'entreprise familiale. Son père avait découvert la supercherie et l'avait menacé publiquement de le déshériter complètement. C'est ce mobile crapuleux et la vengeance qui semble avoir guidé le bras du tueur cette nuit-là. Pourtant, la question de l'absence de résistance des autres membres de la famille hante les experts. Les enfants DeFeo auraient dû se réveiller dès les premiers tirs de forte puissance dans la maison. Une rumeur tenace prétend que la mère ou un complice secret aurait drogué le repas du soir. Les analyses toxicologiques démentent fermement cette hypothèse en ne trouvant aucun somnifère dans les corps. Le mystère reste entier sur la façon dont un seul homme a pu exécuter 6 personnes si méthodiquement. Le procès de Ronald DeFeo Jr. s'ouvre dans une ambiance médiatique particulièrement lourde et étouffante. L'avocat de la défense tente de plaider la folie criminelle en insistant sur le profil psychologique instable de Butch. Le jury refuse de croire à l'irresponsabilité et déclare l'accusé coupable de 6 meurtres au premier degré. Butch est condamné à 6 peines de prison à perpétuité consécutive dans un pénitencier de haute sécurité. La splendide et grande maison du 112 Ocean Avenue se retrouve close, vide et totalement abandonnée. Les secrets sanglants des DeFeo semblent à jamais ancrés dans les murs de cette demeure maudite. Le prix de vente de la propriété est cassé de moitié pour attirer de nouveaux acheteurs malgré le drame. Une jeune famille innocente, attirée par l'aubaine financière, s'apprête inconsciemment à franchir le seuil de l'enfer. En ce frais mois de décembre 1975, le break de la famille Lutz s'immobilise enfin devant la splendide demeure du 112 Ocean Avenue. George Lutz contemple la façade impressionnante, savourant l'opportunité inespérée d'acquérir une telle propriété pour seulement 80 000 $. À ses côtés, son épouse Cathy observe les fenêtres en demi-lune, trouvant le style architectural à la fois grandiose et singulier. L'agent immobilier tourne la clé de cuivre dans la serrure massive avant de pousser la lourde porte d'entrée en chêne. Une odeur de renfermé et de cire ancienne s'échappe immédiatement du hall principal, saisissant les nouveaux arrivants aux narines. Malgré la douceur ambiante, un frisson soudain traverse les enfants alors qu'ils franchissent le seuil de leur nouvelle demeure. George balaie l'air de la main, attribuant cette fraîcheur soudaine au simple manque d'isolation d'un bâtiment resté trop longtemps inoccupé. Les déménageurs s'activent rapidement, déchargeant les lourds cartons de meubles sur le parquet impeccablement ciré du grand salon. Soucieuse de purifier l'atmosphère chargée de cette bâtisse au passé tragique, Cathy décide de faire appel à un prêtre local. Le père Ralph Pecoraro arrive en fin d'après-midi, sa silhouette austère se découpant nettement sur le perron de la maison. Retroussant ses manches, le prêtre commence son rituel de bénédiction en aspergeant d'eau bénite les recoins de la salle de séjour. Lorsqu'il pénètre seul dans la petite pièce à l'étage supérieur, une lourdeur suffocante semble peser instantanément sur ses épaules. Une gifle d'air glacial frappe brutalement son visage alors qu'une nuée soudaine de grosses mouches noires s'écrase contre les carreaux. Une voix rauque et désincarnée, semblant surgir des murs même de la pièce, lui murmure distinctement à l'oreille de s'en aller. Pris d'une panique viscérale, le père Pecoraro quitte précipitamment les lieux sans révéler l'incident à la jeune famille incrédule. La première nuit s'installe doucement sur la petite ville côtière, enveloppant la maison d'un silence de plomb. Soudain, à 3h14 du matin précise, George Lutz s'éveille en sursaut sans aucune raison apparente. Un froid d'outre-tombe s'est infiltré dans la chambre, figeant sa respiration en une petite volute de vapeur blanche. Intrigué par ce dysfonctionnement thermique,
Ils descendent au sous-sol pour inspecter la chaudière à fioul de la maison. Le manomètre indique une pression parfaitement normale, balayant l'hypothèse d'une panne mécanique évidente. En remontant les marches, George remarque une étrange porte dérobée dissimulée derrière une étagère de rangement. En ouvrant cette trappe, une minuscule pièce peinte d'un rouge sang éclatant se révèle à ses yeux horrifiés. Une odeur fétide de pourriture et de soufre s'en dégage aussitôt, forçant le père de famille à reculer d'un pas rapide. Le lendemain matin, Cathy tente de secouer cette atmosphère pesante en préparant le petit déjeuner pour sa famille. En ouvrant le garde-manger, elle découvre avec stupeur que toutes les bouteilles de lait ont caillé durant la nuit. Les jours suivants voient le comportement de George changer radicalement d'une manière de plus en plus inquiétante. Il passe désormais des heures entières rivé devant la cheminée, alimentant frénétiquement le feu avec de lourdes bûches de chêne. Cathy observe son mari sombrer dans une léthargie sombre, remarquant qu'il ne prend plus la peine de se raser. Les bruits nocturnes s'intensifient chaque nuit, se transformant en de violents bruits de pas sourds sur le toit de la maison. La petite Missy, la plus jeune de la fratrie, commence à parler quotidiennement d'un nouvel ami imaginaire nommé Jody. Elle décrit cet être comme un cochon gigantesque doté d'yeux rouges étincelants qui veille sur elle depuis la fenêtre. Un soir, en passant devant la chambre de sa fille, Cathy aperçoit distinctement deux lueurs rouges braquées sur elle à travers le carreau. Elle se précipite vers la fenêtre, mais ne découvre qu'une vitre vide et d'étranges traces de sabots imprimés dans la neige fraîche. L'atmosphère de la maison devient si acide que les plantes vertes flétrissent et meurent en l'espace de quelques heures. Plus terrifiant encore, une substance visqueuse et verdâtre commence à suinter le long des fixtures en porcelaine de la salle de bain. George passe désormais ses nuits blanches à errer comme un zombie dans les couloirs obscurs, une hache de bûcheron à la main. Cathy tente désespérément de le raisonner, mais l'homme qu'elle aime semble s'être totalement volatilisé derrière ce masque de fureur. La ressemblance physique entre George et l'ancien propriétaire meurtrier, Butch DeFeo, devient de jour en jour plus frappante. La maison semble digérer lentement ses nouveaux habitants, pliant leur esprit à sa propre volonté maléfique. Alors que la 28e nuit approche, une tempête d'une violence inouïe éclate au-dessus de Long Island, faisant grincer la structure de bois. Soudain, les lourdes portes intérieures se mettent à battre violemment de concert, arrachant leurs gonds dans un fracas assourdissant. Cathy hurle de terreur en voyant le corps de son mari léviter lentement au-dessus de leur lit conjugal, figé dans une transe catatonique. Comprenant que la vie de ses enfants est en jeu, elle rassemble ses dernières forces pour s'extraire de ce cauchemar éveillé. Les murs de la maison semblent désormais suinter un liquide noir et visqueux, bloquant leur unique issue vers la liberté. Alors que George se réveille enfin avec un regard de pur tueur, la famille réalise terrifiée que les verrous extérieurs refusent obstinément de céder. Les mains de Kathleen tremblent violemment contre la poignée en laiton glacé de la porte d'entrée. Derrière elle, le regard de George s'est vidé de toute humanité, fixé sur la nuque de sa propre épouse. Un craquement sinistre résonne soudain à travers les épaisses poutres en bois du plafond centenaire. Les enfants reculent prudemment dans l'obscurité du couloir, retenant désespérément leurs sanglots étouffés. La température de la pièce chute brutalement sous le point de congélation en une fraction de seconde. Kathleen tire de toutes ses forces sur le verrou métallique qui semble soudé par une force invisible. Le visage de George se déforme alors dans un sourire d'un calme absolument terrifiant. Dans un sursaut d'adrénaline pure, la mère de famille agrippe ses enfants et les pousse vers l'escalier. Les jours suivants se transforment rapidement en un calvaire psychologique quotidien pour toute la maisonnée. George passe désormais ses journées entières à entretenir obsessionnellement le feu de la cheminée du salon. Sa condition physique se dégrade à une vitesse alarmante sous les yeux impuissants de ses proches. Une odeur de pourriture et de soufre commence à saturer l'air de chaque chambre de la maison. Kathleen découvre avec horreur une substance verdâtre et visqueuse suintée mystérieusement le long des plinthes. Des nuées de mouches noires envahissent inexplicablement la pièce de couture malgré le froid hivernal extérieur. Chaque nuit à 3h15 précises, George se réveille en sursaut, le corps ruisselant de sueur. C'est l'heure exacte où Butch DeFeo avait froidement exécuté ses parents et ses frères et sœurs. Kathleen commence à craindre sérieusement que son mari ne devienne fou sous l'influence du lieu.
Lors d'une dispute d'une violence inouïe, George lève la main sur elle pour la toute première fois. L'éclat d'agressivité sauvage qui traverse ses pupilles terrifie profondément la malheureuse mère. La petite Missy parle maintenant de manière quotidienne à un ami imaginaire qu'elle nomme Jody. Elle décrit cette entité mystérieuse comme un énorme cochon démon aux yeux rouges étincelants. Kathleen tente désespérément de prier dans la chambre principale pour chasser ces mauvaises ondes. Un murmure guttural s'élève alors des murs, lui ordonnant explicitement de fermer sa bouche. Les bruits de pas lourds résonnent désormais chaque nuit dans les escaliers déserts du rez-de-chaussée. George s'isole de plus en plus dans le sous-sol sombre, creusant le sol sans raison apparente. Derrière une cloison, il découvre une petite pièce cachée, peinte d'un rouge sang effroyable. Le chien de la famille refuse catégoriquement d'approcher de cette mystérieuse enclave souterraine. Au 25e jour, Kathleen se réveille lévitant inexplicablement à plusieurs centimètres au-dessus de son lit. Elle retombe lourdement sur le matelas dans un cri de douleur et de terreur pure. Les visages de ses enfants montrent des signes visibles de privation de sommeil et de détresse psychologique extrême. La maison semble consumer l'énergie vitale de chaque être vivant résidant sous son toit. Kathleen comprend qu'ils ne survivront pas une semaine de plus si elle n'agit pas immédiatement. La nuit du 28e jour, une tempête d'une violence sans précédent s'abat sur Amityville. Les portes intérieures se mettent à claquer frénétiquement toutes en même temps à travers les étages. George se lève, saisit sa hache de bûcheron et se dirige mécaniquement vers la chambre des petits. Kathleen hurle, s'interpose courageusement et frappe son mari de toutes ses forces pour le réveiller. Une voix démoniaque et collective semble s'échapper de la bouche de George à cet instant précis. Profitant d'une seconde de confusion, la mère rassemble les enfants en pleurs dans l'entrée principale. Ils abandonnent absolument tous leurs biens matériels derrière eux pour fuir ce cauchemar éveillé. George les rejoint sur le fil, grimpant in extremis dans la camionnette familiale En Marche. En l'espace de seulement 28 jours, la vie de la famille Lutz a basculé définitivement dans l'horreur. La voiture s'éloigne à toute vitesse sur la route mouillée, laissant la demeure maudite sombrer dans le silence. Mais alors que la maison s'éloigne, Kathleen remarque avec effroi une silhouette familière guettée depuis la fenêtre du grenier. La fuite précipitée de la famille Lutz laisse derrière elle une demeure vide mais lourde de secrets non résolus. Les rumeurs d'une hantise terrifiante se propagent rapidement à travers toute la petite communauté locale d'Amityville. Cette agitation attire inévitablement l'attention d'un couple d'enquêteurs paranormaux déjà célèbres dans tout le pays. Ed Warren, démonologue autodidacte au regard déterminé, voit immédiatement dans cette affaire un défi majeur. Sa femme, Lorraine, médium hypersensible, ressent déjà une oppression à la simple évocation de cette adresse. En mars 1976, le couple décide de franchir les portes du 112 Ocean Avenue, accompagné par une équipe de télévision. Dès le premier pas dans le hall d'entrée, une atmosphère glaciale enveloppe les membres de l'expédition. Lorraine s'arrête net, submergée par une vague de haine invisible qui semble suinter des murs en bois. Les journalistes installent fébrilement leur lourd matériel d'enregistrement au milieu du salon abandonné. Des photographes placent des appareils automatiques équipés de pellicules infrarouges sur les paliers stratégiques. Le silence qui retombe sur la maison devient si lourd qu'on entendrait presque les battements de cœur des enquêteurs. Lorraine décide de monter seule les marches menant aux anciennes chambres des enfants de Féo. Elle confie plus tard avoir ressenti une force physique, essayant de la repousser vers le bas. En entrant dans la chambre des petites filles, la médium perçoit les échos résiduels du massacre sanglant. Au même moment dans la cave, Ed Warren commence des prières de provocation pour forcer l'entité à se révéler. Les aiguilles des magnétophones se mettent soudain à osciller violemment sans aucune raison apparente. Une baisse soudaine et brutale de la température fait apparaître la buée de la respiration de l'équipe. Les flashs des appareils photos se déclenchent automatiquement à intervalles réguliers dans la pénombre des couloirs. C'est durant cette nuit d'investigation étouffante que l'impensable va être capturé par un objectif. Gene Campbell, l'un des photographes de l'équipe, installe un appareil automatique visant le palier du 2e étage. Personne ne remarque rien d'anormal à l'œil nu pendant toute la durée des prises de vue nocturnes. Ce n'est que des semaines plus tard, lors du développement des pellicules, que la stupeur frappe les Warren.
Sur l'un des clichés noir et blanc, une silhouette enfantine émerge distinctement de l'obscurité d'une chambre. L'enfant possède des yeux étrangement clairs, presque phosphorescents, fixant directement l'objectif de l'appareil. La ressemblance physique avec le jeune John DeFeo, assassiné sur place 2 ans plus tôt, est troublante. Cette photographie devient immédiatement le symbole absolu de l'affaire Amityville à travers les médias. Les Warren utilisent ce cliché exceptionnel lors de leurs nombreuses conférences publiques pour prouver l'existence des démons. Le couple affirme sans hésitation que la maison est possédée par une entité démoniaque préhistorique extrêmement puissante. Selon leurs recherches, le terrain aurait servi de lieu de bannissement pour des Amérindiens possédés par des esprits. Cette version des faits ajoute une couche de légende sanglante qui captive l'imagination du public américain. Pourtant, des journalistes d'investigation indépendants commencent à gratter derrière le vernis de cette belle histoire. Les archives locales ne mentionnent aucun cimetière ni aucune terre sacrée à cet endroit précis de l'avenue. Des experts en photographie analysent à leur tour le célèbre cliché du garçon spectral avec beaucoup de scepticisme. Ils découvrent une ressemblance frappante entre le prétendu spectre et Paul Bartz, un autre membre de l'équipe Warren. L'homme portait exactement la même chemise à carreaux que la silhouette visible sur la photo ce soir-là. La polémique enfle alors que les Warren défendent farouchement l'authenticité de leur plus grande preuve paranormale. L'ombre d'une immense manipulation médiatique commence à se dessiner autour de la maison du crime. Les motivations réelles derrière ce déchaînement de hantises et de fantômes deviennent floues. Le triomphe médiatique des Warren masque une réalité juridique et financière beaucoup plus pragmatique en coulisses. Alors que le mythe s'effondre sous le poids des doutes, une confession inattendue de l'avocat du tueur Butch DeFeo va tout faire basculer. La confession publique de l'avocat William Weber jette immédiatement un froid glacial sur le mythe soigneusement construit d'Amityville. L'avocat affirme ouvertement avoir inventé les détails les plus terrifiants de cette hantise autour de plusieurs bouteilles de vin. L'objectif initial de cette collaboration secrète était de créer une diversion paranormale pour obtenir un nouveau procès pour le tueur Butch DeFeo. Les époux Lutz, croulant sous d'importantes dettes financières après l'achat impulsif de la maison, ont rapidement vu là une opportunité inespérée. Un examen approfondi des registres météorologiques officiels de cette fameuse période révèle qu'aucune tempête de neige n'a frappé la ville ces jours-là. Les fameuses traces de sabots attribuées au cochon démoniaque Jody s'avèrent n'être que de simples empreintes de pas d'animaux locaux déformés par la fonte des neiges. De plus, les serrures et les portes prétendument arrachées par des forces invisibles sont restées parfaitement intactes selon les rapports initiaux de la police. La machine commerciale s'est pourtant mise en marche à une vitesse fulgurante à travers tout le pays. Les droits du livre best-seller et de l'adaptation cinématographique hollywoodienne ont généré des millions de dollars de profits immédiats. Au milieu de cette immense guerre financière et médiatique, les véritables victimes du massacre originel ont été presque totalement oubliées par le grand public. C'est alors que la voix de Christopher Lutz, le jeune fils de la famille, s'élève des décennies plus tard pour briser le silence familial. L'homme rejette catégoriquement la version théâtrale de sa mère et de son beau-père, tout en affirmant que des événements étranges ont bien eu lieu. Selon son témoignage direct, le véritable démon de cette maison n'était pas un fantôme, mais l'attitude instable de George Lutz. Le beau-père était profondément obsédé par les sciences occultes et pratiquait régulièrement des rituels ésotériques étranges dans le sous-sol. Ces invocations répétées et cette ambiance paranoïaque ont fini par saturer l'air de la maison d'une lourdeur psychologique insoutenable. Christopher se souvient d'une atmosphère de terreur constante, nourrie par la violence verbale et les sautes d'humeur imprévisibles de son tuteur. Le canular n'était donc pas une simple invention pure, mais une spectaculaire exagération commerciale d'un drame familial bien réel. Les nouveaux propriétaires qui ont succédé à la famille Lutz n'ont quant à eux plus jamais signalé le moindre phénomène paranormal entre ces murs. La célèbre demeure a changé plusieurs fois de main, changeant même d'adresse officielle pour décourager définitivement les vagues incessantes de touristes curieux. Les fenêtres emblématiques en forme de demi-lune, qui donnaient à la maison ce visage démoniaque si reconnaissable, ont été remplacées par des ouvertures traditionnelles. En effaçant ses traits les plus distinctifs, les résidents successifs ont cherché à arracher la bâtisse des griffes de la culture populaire. Pourtant, le nom d'Amityville reste à jamais gravé dans l'inconscient collectif comme le synonyme absolu de l'horreur absolue.
L'analyse rationnelle de cette affaire démontre comment la cupidité humaine peut manipuler une tragédie sanglante pour ériger une légende lucrative. Le véritable mystère ne réside pas dans les démons de l'au-delà, mais dans la noirceur psychologique qui a poussé un fils à décimer les siens. Les 6 corps alignés dans la nuit du 13 novembre 1974 restent le seul fait indéniable et tragique de toute cette histoire surmédiatisée. Butch DeFeo a terminé ses jours derrière les barreaux d'une prison d'État, emportant ses derniers secrets insondables avec lui dans sa tombe. Aujourd'hui, le 112 Ocean Avenue a retrouvé le calme feutré de sa banlieue tranquille, loin de l'agitation des premiers jours. Les arbres ont poussé autour du domaine, dissimulant presque entièrement la façade aux regards indiscrets des derniers curieux. Le dossier est désormais clos pour les historiens et les criminologues qui s'accordent tous sur la thèse d'une manipulation collective. L'illusion s'est définitivement dissipée sous les projecteurs implacables du journalisme d'investigation moderne. Le traumatisme subi par les enfants Lutz, ballotté entre mensonges médiatiques et violences domestiques, demeure la blessure la plus concrète. Ils ont dû grandir en portant le poids d'une histoire factice imposée par des parents en quête de notoriété et d'argent. La prétendue maison du diable s'est ainsi transformée au fil des ans en une simple leçon magistrale de manipulation de l'opinion publique. Les visages d'Ed et Lorraine Warren se sont eux aussi éloignés de cette affaire, laissant derrière eux des clichés contestés par la science. La vérité a enfin repris ses droits légitimes sur les fantasmes gothiques qui ont nourri toute une génération de spectateurs. Les fantômes de l'esprit humain se révèlent bien souvent bien plus redoutables et destructeurs que les spectres des vieilles légendes. En séparant le mythe de la réalité, on redonne enfin à ce fait divers sa véritable dimension humaine et tragique. La grande maison blanche de style colonial se tient désormais fièrement sous le soleil, dépouillée de son aura de terreur superficielle. L'histoire d'Amityville s'achève ainsi sur une certitude absolue, celle d'une tragédie terrestre instrumentalisée par la cupidité des hommes. Le silence est enfin revenu sur Ocean Avenue, scellant à jamais les secrets d'un mensonge devenu une légende mondiale.